La lueur rouge de la torche, éclairant l'intérieur du fortin, m'a montré que mes pires craintes s'étaient réalisées. Les pirates avaient fait main basse sur la maison et les provisions. Il y avait le tonnelet de cognac, le porc, le pain, comme auparavant, et, ce qui a décuplé mon épouvante, pas trace d'un prisonnier. Je pouvais seulement supposer qu'ils avaient tous péri, et j'étais profondément malheureux de ne pas être resté pour périr avec eux. Il y avait 6 flibustiers en tout. Pas un de plus n'avait survécu. 5 d'entre eux étaient debout, rouges et bouffis d'avoir été tirés brusquement du premier sommeil de l'ivresse. Le 6e s'était seulement soulevé par un coude. Il était mortellement pâle, et le pansement ensanglanté qui entourait sa tête m'indiquait qu'il avait été récemment blessé et encore plus récemment pansé. Je me suis souvenu de l'homme qui avait été touché et qui s'était enfui dans les bois au cours de la grande attaque, et j'ai pensé que c'était sans doute lui. Le perroquet se lissait les plumes, perché sur l'épaule de Long John. Lui-même, ai-je pensé, paraissait un peu plus pâle et plus grave que dans mes souvenirs. Il portait toujours le bel habit de drap qu'il avait revêtu pour parlementer, mais il était en bien piteux état, maculé de boue et déchiré par les ronces des sous-bois. « Alors » dit-il. « V'là Jim Hawkins, casse ma carcasse. Une petite visite comme ça, hein ? Approche-toi donc, en toute amitié. » Là-dessus, il s'est assis sur le tonnelet d'eau-de-vie et s'est mis à bourrer une pipe. « Prête-moi la torche, Dick » dit-il. Puis, ayant allumé sa pipe, « Plante la loupiote dans le tas de bois. Et vous, messieurs, reprenez vos esprits. Pas besoin de rester debout pour Mr. Hawkins. Lui vous excusera, vous pouvez miser là-dessus. Et ainsi, Jim, bourrant le tabac, tu serais là. Et c'est une bonne surprise pour le pauvre vieux John. Je vois que tu serais malin la première fois que je t'aperçois. Mais ça, que ça me dépasse proprement, hein, dites donc. » À tout cela, ainsi qu'on peut le supposer, je n'ai rien répondu. Il m'avait poussé le dos au mur, et je me tenais là, regardant Silver bien en face, assez crânement, j'espère, en apparence, mais avec le désespoir le plus noir au fond de mon cœur. Silver a tiré une bouffée ou deux de sa pipe sans se départir de son calme, puis a continué. « Ben tu vois, Jim, puisqu'il se trouve que t'es ici pour de bon, je vais te dire ce que je pense. Je t'ai toujours bien aimé, sûr. Que t'es un gars qui a du cœur. Et tout le portrait craché de moi-même de quand j'étais jeune et beau. J'ai toujours voulu que tu nous joignes et prendre ta part et me rends brave. Et maintenant, mon petit coq, t'es obligé. Captain Smollett est un bon marin, je suis prêt à le reconnaître, mais rude, question discipline. Le devoir, c'est le devoir, qui dit. Et il a pas tort. Vaut mieux pas t'approcher du Cap'n. Le docteur lui-même t'en veut à mort. Ingrat galopin, c'est ce qu'il a dit. Et le fin mot de l'histoire, le v'là. Tu peux pas retourner au tien. Qu'ils veulent plus de toi. Et sauf que si tu lances un 3e équipage toi-même, où tu risques de te sentir seul, tu devras joindre Cap'n Silver. Jusque-là, ça allait. Mes amis étaient donc encore en vie, et même si je croyais en partie Silver quand il disait que le groupe de la cabine m'en voulait pour ma désertion, j'étais plus soulagé que peiné par ce que je venais d'entendre. Je dis pas rien sur le fait que t'es entre nos mains, a-t-il poursuivi. Pourtant t'y es bien, tu peux miser là-dessus. Je suis à fond pour la discute. J'ai jamais vu rien sortir de bon de la menace. Si t'aimes le service, ben tu nous joins. Et sinon, Jim, ben t'es libre de dire non. Libre comme l'air, mon gars. Si qu'un marin mortel pourrait te parler plus loyal, casse ma carcasse. Dois-je donc répondre ? Ai-je demandé d'une voix frémissante. Pendant tout ce discours moqueur, je sentais la menace de mort suspendue au-dessus de moi,
et mes joues brûlaient, et mon cœur battait douloureusement dans ma poitrine. Garçon, dit Silver. Personne te presse. Mesure ta position. Aucun de nous va pas te bousculer, camarade. C'est si plaisant de passer le temps en ta compagnie, tu vois. Eh bien, dis-je, m'enhardissant un peu, si je dois choisir, je déclare que j'ai le droit de savoir ce qui se passe, pourquoi vous êtes ici, et où sont mes amis. Ce qui se passe, a répété l'un des flibustiers en grognant. Ah, ce serait un vénard celui qui saurait ça. Tu fermeras peut-être tes écoutilles tant qu'on te demande rien, mon ami, a hurlé Silver en direction du matelot. Puis, reprenant à son amabilité antérieure, il m'a répondu. Hier matin, pendant le premier quart, le docteur Livesey est venu avec un drapeau blanc. Captain Silver, qu'il a dit, vous êtes trahi, le navire est parti. Bon, ce serait peut-être que nous aurions pris un verre et chanté un peu pour l'aider à descendre, je dis pas non. En tout cas, pas un de nous surveillait. Nous avons regardé et tonnerre, il y avait plus de bateau. J'ai jamais vu une bande d'idiots faire de pires têtes de merlan frit. Et le plus frit, tu l'as devant toi, tu peux miser là-dessus. Bien, dit le docteur, négocions. Nous avons négocié, lui et moi, et voilà le résultat. Les provisions, l'eau de vie, le fortin, le bois que vous avez eu la bonne idée de couper, et façon de parler, tout le sacré bâtiment, des vergues à la quille. Quant à eux, ils ont déguerpi. Je sais pas où qu'ils sont. Il a tiré une nouvelle bouffée de sa pipe, calmement, avant de continuer. Et des fois qu'il te viendrait en tête que t'es inclus dans le traité, v'là comment ça s'est fini. Combien que vous êtes à partir, que je lui demande. 4, qui dit. 4. Et l'un de nous est blessé. Pour ce qui est du gamin, je sais pas où qu'il est. Le diable emporte, qui dit. Et je m'en moque. Nous en avons assez de lui. C'est ça qu'il a dit. C'est tout ? Bah, c'est tout ce que tu sauras, mon fils. Et maintenant je dois choisir ? Et maintenant tu dois choisir, tu peux miser là-dessus. Bien. Je ne suis pas si bête que je ne devine pas ce qui m'attend. Si je dois me résigner au pire, cela m'est bien égal. J'ai vu trop de morts depuis que je vous ai rencontré. Mais je dois vous dire une chose ou deux. Peu à peu, la fureur me gagnait. La première chose, c'est que vous êtes dans une mauvaise passe. Navire perdu, trésor perdu, matelot perdu, toute votre entreprise naufragée. Et si vous voulez savoir qui l'a fait, c'est moi. J'étais dans le tonneau de pommes le soir où nous avons vu la Terre, et je vous ai entendu, vous, John, et vous, Dick Johnson, et Hans, qui est maintenant au fond de la mer, et j'ai répété chacune de vos paroles avant la fin de l'heure. Quant à la goélette, c'est moi qui ai coupé son câble, c'est moi qui ai tué les hommes que vous aviez à son bord, et c'est moi qui l'ai emmené là où vous ne la reverrez jamais, pas un d'entre vous. Le rire est pour moi. J'ai eu le dessus dans cette affaire depuis le début. Je ne vous crains pas plus que je ne crains une mouche. Tuez-moi si vous voulez, ou épargnez-moi. Mais je vais vous dire encore une chose, et ce sera tout. Si vous m'épargnez, nous oublierons le passé, et quand on vous amènera devant le tribunal pour piraterie, je ferai tout ce que je pourrai pour vous sauver. C'est à vous de choisir. Tuez un homme de plus, et cela ne vous servira à rien. Ou bien épargnez-moi, et conservez un témoin pour vous sauver de la potence. Je me suis arrêté, car j'étais à bout de souffle, je dois dire. À mon grand étonnement, pas un homme n'a bougé, mais ils sont tous restés assis à me fixer comme autant de moutons. Et pendant qu'ils me regardaient, j'ai poursuivi. Eh bien, Mr. Silver, je crois que vous êtes l'homme le plus respectable ici. Et si les choses tournent au pire, j'espère que vous serez assez aimable pour dire au docteur comment je me suis comporté. J'y penserai, a dit Silver, sur un ton si étrange que je n'aurais pas pu, sur ma vie, décider s'il riait de ma demande ou s'il admirait mon courage. « Si je peux miser mon jeton !» a crié le vieux marin au visage rougeau.
le nommé Morgan, que j'avais vu dans la taverne de Long John sur les quais de Bristol. « Que c'est lui qui a reconnu Black Dog !» Ouais, et dites donc, a ajouté le cuisinier. je relance à mon tour, tonnerre. C'est ce même gamin qui a chouravé la carte à Billy Bones. Du début à la fin, Jim Hawkins nous mène au naufrage. Alors, v'là pour lui s'est exclamé Morgan avec un juron. Et il a bondi, brandissant son couteau comme s'il avait eu 20 ans. « Pas de ça !» a crié Silver. « Qui es-tu, Tom Morgan ? Que tu te croirais peut-être le capitaine ici ? Par tous les diables, mais je vais t'apprendre. Tu me provoques et tu rejoindras tous les bons gars qui l'ont fait avant toi, du premier au dernier, depuis 30 ans. Ceux qui ont été pendus à une vergue cassent ma carcasse, ceux qui ont marché sur la planche et qui ont nourri les poissons. Y a pas jamais eu un homme qui m'a regardé entre les yeux et qui a revu la lumière du jour le lendemain, Tom Morgan. Tu peux miser là-dessus. » Morgan s'est tu, mais les autres ont commencé à murmurer. « Tom a raison, » a dit l'un d'eux. « Le capitaine nous a assez humiliés, » a ajouté un autre. « Que je sois pendu si je me laisse humilier par toi, John Silver. Y a-t-il quelqu'un parmi vous, messieurs, qui veut s'expliquer avec moi ?» a rugi Silver, se penchant loin devant depuis sa position sur le tonneau, la pipe rougeoyant toujours dans sa main droite. « Précisez ce que vous voulez. Vous êtes pas muet, je pense. Qui me cherche me trouve. J'ai vécu toutes ces années pour qu'un fils de tonodrome vienne me chatouiller l'encre. Vous connaissez la manière. Vous êtes tous gentilshommes de fortune à ce que vous dites. Ben je suis prêt. Qu'il prenne un coup de là, celui qui a pas froid aux yeux. Et je verrai la couleur de ses tripes, béquille ou pas, avant que cette pipe soit finie. » Pas un homme n'a bougé. Pas un n'a répondu. « C'est comme ça que vous êtes, hein ?» a-t-il ajouté, remettant sa pipe dans sa bouche. Ben c'est une belle bande à regarder, en tout cas. Pour se battre, c'est moins reluisant. Vous comprenez l'anglais, peut-être ? Je suis capitaine ici par élection. Je suis capitaine ici parce que je suis le meilleur, un bon 1000 devant vous. Vous voulez pas vous battre comme des gentilshommes de fortune ? Alors tonnerres, allez m'obéir et vous pouvez miser là-dessus. J'aime bien ce gamin. Bon. Jamais vu un meilleur gamin que celui-là. Un homme que c'est. Et pas une paire de rats parmi vous dans cette maison l'est autant que lui. Et voilà ce que je dis. Que j'en voie un porter la main dessus, c'est ce que je dis. Et vous pouvez miser là-dessus. Un long silence a suivi. Je me tenais debout bien droit, mon cœur battant toujours comme un marteau de forgeron, mais je voyais maintenant une lueur d'espoir. Silver s'est adossé au mur, les bras croisés, la pipe au coin de la bouche, aussi calme que s'il avait été à l'église. Pourtant, il regardait autour de lui en douce et observait du coin de l'œil ces turbulents hommes de troupe. Eux, de leur côté, se sont rassemblés peu à peu à l'autre bout de la pièce et leur chuchotement chuintait sans discontinuer comme le son d'un ruisseau. L'un après l'autre, ils levaient les yeux et la lueur rouge de la torche éclairait pendant une seconde leur visage nerveux. Mais ce n'était pas moi qu'ils regardaient. C'était Silver. « Vous avez beaucoup à dire, ma parole !» a remarqué Silver, crachant loin devant lui. « Haussez le ton que j'entende. Ou laissez tomber. » « Sauf votre expert, monsieur, » a répliqué l'un des hommes. « Vous prenez vos thèses avec certaines règles. Vous serez peut-être aimable d'observer les autres. Ce équipage n'est pas satisfait. Ce équipage précise pas la tyrannie. Ce équipage a ses droits autant qu'un autre équipage, je me permets. Et par vos propres règles, je pense que nous avons le droit de causer entre nous. Sauf votre expert, monsieur. Je vous reconnais comme capitaine présentement, mais je réclame mon droit et je sors dehors pour tenir conseil. » Et avec un salut de marin élaboré, ce gaillard, un vilain grand bonhomme maigre aux yeux jaunes de 35 ans, s'est dirigé calmement vers la porte et a disparu. Un par un, les autres ont suivi son exemple, chacun saluant en passant,
chacun ajoutant une excuse. « Suivant les règles », dit l'un. « Conseil de gaillard d'avant !» dit Morgan. Ainsi, avec une remarque ou une autre, ils sont tous sortis, nous laissant seuls avec la torche, Silver et moi. Le cuisinier a aussitôt retiré sa pipe de sa bouche. « Bon, écoute-moi bien, Jim Hawkins, » a-t-il dit en un murmure tout juste audible. « T'es à une demi-planche de la mort. Et, encore pire et de loin, de la torture. Ils vont me jeter. Mais, remarque bien, je te défends quoi qu'il arrive. J'avais pas l'intention, non. Pas avant que t'aies parlé. J'étais peu près désespéré de perdre tout ce magot et d'être pendu par-dessus le marché. Mais je vois que t'es le bon gars. Je me dis, tu soutiens Hawkins, John, et Hawkins te soutiendra. T'es sa dernière carte et tonnerre, John, lui c'est la tienne. Adossés l'un à l'autre, je dis. Tu sauves ton témoin, et il sauvera ta tête. Je commençais vaguement à comprendre. Vous voulez dire que tout est perdu ? Et parbleu que je le dis. Plus de bateau, plus de tête, ça se ramène à ça. Quand j'ai regardé dans cette baie, Jim Hawkins, et vu plus de goélettes, ben je suis dur à cuire. Mais j'ai lâché prise. Quant à ceux-là et à leurs conseils, écoute-moi. Ce sont des idiots finis et des poltrons. Je sauverai ta vie si que je peux face à eux. Mais bon, Jim, un prêté pour un rendu. Tu sauves l'oncle John de la potence. J'étais stupéfait. Ce qu'il demandait paraissait impossible. Lui, le vieux flibustier, le chef de la bande depuis le début. Ce que je peux faire, je le ferai, dis-je. Marché conclu, s'est écrié l'oncle John. Si tu parles bravement, tonnerre de tonnerre, j'ai mes chances. Il est allé en claudiquant jusqu'à la torche plantée dans le bois de chauffage et a rallumé sa pipe. Faut me comprendre, Jim, dit-il en revenant. J'ai une tête sur les épaules. Ça, ouais. Je suis avec le sieur maintenant. Je sais que t'as mis ce navire à l'abri quelque part. Comment t'as fait, je l'ignore. Mais elle est à l'abri. Je suppose que Hans et O'Brien ont viré de bord. J'ai jamais cru à aucun de ceux-là. Alors tu m'écoutes. Je pose pas de questions et je laisse pas les autres m'en poser. Je sais quand le jeu est perdu, je le sais. Et je sais reconnaître un gars qui a du cran. Ah, toi qui es jeune. Toi et moi, on aurait pu faire de belles choses ensemble. Il a versé un peu de cognac du tonnelet dans un gobelet d'étain. Tu goûtes, camarade ? A-t-il demandé. Et devant mon refus... Bon, je vais en prendre un coup moi-même, Jim. J'ai besoin d'un remontant vu les ennuis à l'horizon. Tiens, à propos d'ennuis, pourquoi ce docteur m'a donné la carte, Jim ? Mon visage a exprimé un étonnement si spontané qu'il a jugé inutile de poser d'autres questions. Ah ben il l'a fait, n'empêche. Et il y a quelque chose là-dessous, c'est sûr. Quelque chose, c'est sûr là-dessous, Jim. Du bon ou du mauvais. Il a bu une autre gorgée de cognac, secouant sa grosse tête blonde comme un homme qui s'attend au pire. Le conseil des flibustiers durait depuis un moment, quand l'un d'eux est entré dans la maison et, après avoir répété le même salut, qui me paraissait un peu ironique, a demandé s'il pouvait emprunter la torche. Silver a accepté et l'émissaire est reparti, nous laissant ensemble dans le noir. « Je sens l'arrivée d'une brise, Jim », a dit Silver. Il me parlait maintenant de manière amicale et familière. Je suis allé vers la meurtrière la plus proche et j'ai regardé dehors. Les braises du grand feu s'étaient si bien consumées et luisaient si faiblement
que je comprenais pourquoi ces conspirateurs réclamaient une torche. Ils s'étaient regroupés vers le milieu de la pente qui menait à la palissade. L'un tenait le flambeau, un autre était à genoux et avait en main un couteau ouvert dont la lame brillait de diverses couleurs à la lumière de la lune et de la torche. Les autres étaient tous penchés autour de lui, comme pour observer ses manœuvres. Je pouvais tout juste deviner qu'il avait un livre dans sa main en plus du couteau. Et je me demandais comment ils avaient pu acquérir un objet aussi incongru quand la silhouette agenouillée s'est relevée et tout le groupe s'est mis à revenir vers la maison. « Les voilà !» ai-je dit. Et j'ai regagné ma place antérieure car il me semblait indigne de moi d'être surpris en train de les surveiller. « Ben qu'ils viennent, mon garçon, qu'ils viennent !» dit Silver d'un ton enjoué. « J'ai plus d'un tour dans mon sac. » La porte s'est ouverte et les 5 hommes, s'arrêtant tous ensemble à peine le seuil franchi, ont poussé l'un des leurs en avant. En d'autres circonstances, il aurait été comique de le voir avancer lentement, hésiter avant de poser un pied par terre, tenant sa main droite fermée devant lui. « Avance, mon gars !» s'est écrié Silver. « Je vais pas te manger. Donne, marin d'eau douce. Je connais les règles, je les connais. Je ferai pas de mal à un délégué. » Ainsi encouragé, le flibustier s'est avancé plus vivement et, après avoir donné quelque chose à Silver de la main à la main, est retourné encore plus vite auprès de ses compagnons. Le cuisinier a regardé ce qu'on lui avait donné. « La marque noire. C'est ce que je pensais. Et où que vous auriez pris le papier ? Et où, là ? Non, regardez ça. Pas de chance. Vous êtes allé couper un morceau de Bible. Quel idiot a coupé une Bible ? Ah, v'là ben, Dit Morgan. v'là ben, je l'avais pas dit. L'on sortira rien de bon, j'ai dit. Alors vous avez réglé l'affaire, vous autres. A continué Silver. Avec ça, vous finirez tous au bout d'une corde, je dis. Quel ramolli d'eau douce avait une Bible ? C'est Dick, A déclaré l'un d'eux. Dick que c'était. Alors Dick peut dire ses prières. L'a vu sa tranche de veine, Dick, et vous pouvez miser là-dessus. Mais à ce moment, le grand maigre aux yeux jaunes est intervenu. Assez parlé, John Silver. Ce qui page t'a refilé la marque noire en conseil plein selon les règles. T'as qu'à la retourner selon les règles et voir ce qui est écrit. Après, tu peux parler. Merci, George. T'as toujours été vif en affaires. Et tu connais les règles par cœur, George. Que ça me fait plaisir. Bon, c'est quoi, de toute façon ? Ah ! Destitué. C'est ça, hein ? Écrit très joli, c'est sûr. Imprimé, qu'on dirait, je le jure. Écrit de ta main, George. Ben que tu deviendrais un vrai chef dans cet équipage-ci. Tu seras capitaine bientôt, ça m'étonnerait pas. Tu me prêtes encore cette torche, tu veux ? Cette pipe tire pas. Ça va bien, dit George. T'as fini de tromper ce équipage. Tu te crois drôle ? Mais c'est fini pour toi. Et peut-être que tu descendras de ce tonneau pour aider le vote. Vous avez dit que vous connaissez les règles, A répliqué Silver, méprisant. Au moins, si vous les savez pas, moi oui. Et j'attends ici. Je suis toujours votre capitaine. Attention ! Que vous sortiez vos griefs, et je réponds. Pendant ce temps, votre marque noire vaut pas un biscuit. Après, nous verrons. Oh ! A répondu George. T'as pas à craindre quoi que ce soit. Nous sommes réguliers, nous autres. Et t'as fait de la bouillasse de cette expédition, que t'oserais pas dire le contraire. Et de 2, t'as laissé l'ennemi sortir de ce piège sans rien obtenir en échange. Pourquoi qu'il voulait sortir ? Je sais pas, mais c'est sûr qu'il voulait. De 3, tu nous as empêchés de les poursuivre dans la forêt. Oh, nous t'avons percé à jour, John Silver.
Tu veux jouer double jeu, c'est ça qui cloche. Et de 4, y a ce garçon que v'là. C'est tout ? A demandé Silver calmement. Ça suffit, ouais. Que nous allons tous nous balancer au bout d'une corde et sécher au soleil avec tes bourderies. Bon. Alors écoutez. Je vais répondre ces 4 points. L'un après l'autre, je vais les répondre. J'ai fait de la bouillasse de cette expédition, hein ? Et vous savez tous ce que je voulais. Et vous savez tous, si ça s'était fait, que nous serions ce soir à bord de l'Hispaniola comme avant, tous les gars vivants, tous en bonne santé, et plein de pudding à la prune, et le trésor dans la cale, tonnerre. Ben qui s'est mis en travers ? Qui m'a forcé la main, que j'étais qu'à peine légitime ? Qui m'a refilé la marque noire le jour où nous avons touché terre et lancé cette danse ? Ah, c'est une belle danse, suite votre avis là-dessus. Qu'elle ressemble drôlement à une gigue au bout de la corde sur le quai des Potences dans la ville de Londres, je dis. Mais qui l'a fait ? Tiens, c'est Anderson, et Hans, et toi, George Merry. Et t'es le dernier qui surnage de cette équipe d'empêcheurs, et t'as l'insolence de tous les diables de prétendre me remplacer comme Cap'n, toi qui nous as tous coulés. Par l'enfer que la blague la plus raide c'est rien à côté de ça. Silver a marqué une pause, et je pouvais lire sur le visage de George et de ses anciens compagnons que ces mots n'avaient pas été prononcés en vain. C'était pour le numéro 1, s'est écrié l'accusé, essuyant la sueur de son front, car il avait parlé avec une véhémence qui ébranlait la maison. Non, ma parole, ça me rend malade de discuter avec vous. Vous avez pas de jugeote et pas plus de mémoire, et je peux pas imaginer comment vos mères vous ont laissé prendre la mer. La mer, gentilhomme de fortune, je vous vois plutôt tailleur comme métier. La suite, John. Dit Morgan. Parle des autres points. Ah, les autres. Une belle fournée, non ? Vous dites que ce voyage est gâché ? Parbleu, si vous pouviez comprendre à quel point il est gâché que vous verriez. Nous sommes si près du gibet que ma nuque est raide rien que d'y penser. Vous les avez vus peut-être, enchaînés et pendus, les oiseaux autour, que les matelots qui descendent la Tamise avec la marée les montrent du doigt. Qui c'est ça ? Demande l'un. Ça ? Eh, c'est John Silver. Je l'ai bien connu, répond l'autre. Et vous pouvez entendre les chaînes qui clic-clac pendant que vous virez à la prochaine bouée. Ben c'est à peu près là que nous v'là arriver, nous autres fils de nos mères. Grâce à lui, et Hans, et Anderson, et aux idiots de malheur que vous êtes. Et si vous voulez savoir le numéro 4, ce garçon... Quoi, casse ma carcasse, est-il pas notre otage ? Que nous allons gaspiller un otage ? Non, pas nous. Qui serait peut-être notre dernière chance, ça m'étonnerait pas. Tuer ce gamin ? Pas moi, camarade. Et le numéro 3 ? Ah, ben y a plein à dire sur le numéro 3. Vous comptez peut-être pour rien d'avoir un vrai docteur de la faculté qui vient vous voir tous les jours. Toi, John, avec ta tête cassée. Ou toi, George Merry, que la fièvre te secouait y a pas 6 heures de ça et que tes yeux ont la couleur d'une peau de citron à ce moment même. Et peut-être, hein ? Vous savez pas qu'un navire de secours doit venir, non ? Ben si. Et le temps passe vite. Et nous verrons qui se réjouira d'avoir un otage le jour venu. Et pour le numéro 2, et pourquoi j'ai passé un marché ? Ben vous êtes venu me le réclamer à genoux. À genoux que vous êtes venu, tellement que vous étiez écœuré. Et vous auriez crevé de faim en plus si je l'avais pas fait. Mais ça, compte pas tout ça. Regardez, v'là pourquoi. Et il a jeté sur le plancher un papier que j'ai reconnu aussitôt. La carte sur papier jauni, avec les 3 croix rouges que j'avais trouvées dans la toile cirée au fond de la malle du capitaine. Pourquoi le docteur la lui avait-il donnée ? Je n'arrivais pas à le concevoir. Mais si l'apparition de la carte me paraissait inexplicable, les mutins survivants l'ont trouvée incroyable,
Ils ont sauté dessus comme des chats sur une souris. Elle a passé de main en main, chacun l'arrachant à l'autre. À entendre les jurons et les cris et le rire puéril qui accompagnait leur examen, on aurait pensé qu'il n'était pas seulement en train de palper l'or lui-même, mais qu'il l'emportait déjà sur la mer en toute sécurité. « Ouais !» dit l'un. « C'est Flynn sûr. JF avec une encoche dessous et un nœud en demi-clé. Il ferait toujours ça. » « Bien beau, dit Georges. Mais comment qu'on va partir avec? Et nous, sans bateau ?» Silver a soudain bondi et s'appuyant d'une main sur le mur. « Maintenant je t'avertis, Georges. Un mot de plus de ta sauce et nous nous battons, je le dis. Comment qu'on part? Est-ce que je sais, moi? C'est toi qui aurais devoir me le dire. Toi et les autres qui ont perdu ma goélette avec vos embrouillages, brûlés en enfer. Mais tu peux pas me dire. Tu peux pas. T'as pas plus d'invention qu'un cafard. Mais tu peux parler poli. Et tu le feras, George Merry, tu peux miser là-dessus. C'est assez honnête, dit le vieux Morgan. Honnête? Je pense que oui. T'as perdu le navire? J'ai trouvé le trésor. Qui de nous deux est le meilleur, fin de compte? Et maintenant je démissionne, tonnerre. Élisez qui vous voulez comme capitaine, ça me suffit. Silver! Barbecue jusqu'au bout! Barbecue comme capitaine! Ont-ils crié. Ainsi c'est le refrain, c'est ça? S'était crié le cuisinier. Georges, je crois que tu devras attendre le prochain tour, mon ami. Estime-toi heureux que je sois pas revancheux. Mais ça n'a jamais été mon genre. Et alors, camarade? Cette marque noire, les plus bonnes à rien maintenant, hein? Dis qu'à gâcher sa chance et sa Bible, c'est peu près tout. On peut toujours embrasser le bouquin pour prêter serment, non? A grogné Dick que la malédiction qu'il avait attirée sur sa propre tête rendait visiblement mal à l'aise. Une Bible avec un morceau découpé? A ricané Silver. Rien du tout. Ça engage pas plus qu'un recueil de chansons. Pas plus, vrai? S'est exclamé Dick avec une espèce de joie. Ben, je pense que ça vaut la peine de la garder quand même. Tiens, Jim, v'là une curiosité pour toi, a dit Silver, et il m'a lancé le papier. C'était une rondelle de la même taille qu'une pièce d'une couronne. Un côté était vierge, car cela avait été la dernière page, l'autre contenait un verset ou deux de l'Apocalypse. Ces mots, parmi les autres, qui se sont gravés dans mon esprit, « Dehors sont les chiens et les assassins ». Le côté imprimé avait été noirci avec du charbon de bois qui commençait à s'effacer et à me salir les doigts. Sur le côté vierge, on avait écrit avec le même matériau le seul mot « destitué ». J'ai cette curiosité devant moi en ce moment même, mais il ne reste aucune trace d'écriture si ce n'est une éraflure, telle qu'un homme pourrait en faire avec l'ongle de son pouce. C'est tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Peu après, chacun ayant bu un dernier verre, nous nous sommes couchés, et la seule vengeance de Silver a consisté à mettre George Merry dehors comme sentinelle, en le menaçant de mort s'il tentait de nous tromper. J'ai mis longtemps à trouver le sommeil, et Dieu sait que les sujets de réflexion ne manquaient pas. L'homme que j'avais tué ce jour-là, ma situation périlleuse, et par-dessus tout, le jeu remarquable dans lequel Silver s'était lancé, tenant les mutins d'une main et tentant de saisir, de l'autre, tous les moyens possibles et impossibles de conclure la paix et de sauver sa misérable vie. Il dormait lui-même paisiblement et ronflait bruyamment. Cependant, il me faisait pitié malgré sa méchanceté, quand je pensais au sombre péril qui l'entourait et à l'infâme gibet qui l'attendait.